Chunk One. Ma famille n'était pas musicienne. Mes parents étaient d'une génération plus âgée que les enfants de mon âge. Don McLean a écrit la chanson la plus aimée de l'histoire américaine. American Pie a fait de lui une légende et lui a rapporté des millions. Pendant des décennies, les fans l'ont vu comme le doux chanteur folk qui a conquis leur cœur. Mais derrière les portes closes, sa famille vivait dans la terreur. Sa femme s'enfermait dans la salle de bain. Sa fille a développé de l'anxiété rien qu'en entendant son nom. En 2016, un appel au 911 à 2 heures du matin a tout changé. L'homme qui chantait « Le jour où la musique est morte » allait faire face à son propre jugement. Don McLean est né le 2 octobre 1945 à New Rochelle, New York. Son père travaillait comme vendeur itinérant et sa mère restait à la maison. Sa famille venait d'une région pauvre d'Italie appelée Abruzzes, tandis que la famille de son père avait de profondes racines écossaises. Don a été nommé d'après son père et son grand-père, ce qui créait de la confusion à la maison car tous les trois s'appelaient Donald McLean. À l'âge de 5 ans, il était déjà tombé amoureux de la musique. Il passait des heures à écouter la radio et à jouer les vieux disques de Bing Crosby de son père. Il vivait dans une petite maison de banlieue et Don aidait en distribuant des journaux. Ce petit travail allait plus tard inspirer l'une des lignes les plus célèbres de l'histoire du rock. L'enfance de Don n'a pas été facile. Il a eu un grave cas d'asthme bronchique qui a failli le tuer plus d'une fois. Il restait souvent au lit pendant des semaines, incapable de respirer correctement, manquant l'école et prenant du retard. Pendant ces longues journées effrayantes, il appelait sa mère, qui était la seule à pouvoir le calmer. À cause de sa maladie, il n'avait pas d'amis proches et passait la plupart de son temps à la maison à apprendre à jouer de la guitare. Don a dit plus tard que s'il n'avait pas été si malade, il aurait probablement fini par travailler dans une banque et se saouler à mort. Il croyait que son asthme lui avait en fait sauvé la vie en le poussant vers la musique. Puis vint le moment qui a tout changé. En 1961, alors que Don n'avait que 15 ans, son père est mort. De Nain, une crise cardiaque soudaine. Quelques mois auparavant, ils avaient pris leurs seules vacances ensemble à Washington, D.C. Un souvenir que Don n'oublierait jamais. Il était seul à la maison lorsque son père s'est effondré, et le choc est resté avec lui pour toujours. Il a dit plus tard que si cela l'avait brisé, cela l'avait aussi libéré. Chunk 2. Son père n'avait jamais soutenu son rêve de devenir musicien. Il pensait que le show business était indigne d'eux. Quand il est mort, Don n'a plus eu à porter cette peur de le décevoir. Même avant cette tragédie, Don avait déjà vécu une profonde blessure émotionnelle. Le 3 février 1959, alors qu'il n'avait que 13 ans, il se préparait à distribuer ses journaux lorsqu'il a vu le titre annonçant que Buddy Holly, Ritchie Valens et le Big Bopper étaient morts dans un accident d'avion. Il a été stupéfait. Il a dit que cela l'avait frappé comme un coup de poing dans la poitrine. Ce matin-là, alors qu'il apportait la nouvelle déchirante à chaque porte, il gérait également sa propre tristesse. Ce moment s'est gravé dans sa mémoire et est devenu un élément clé de la chanson qui l'a rendu célèbre. Malgré toutes les difficultés, la famille Saucey de Don a soutenu sa musique. Sa sœur a payé des cours de chant même lorsqu'ils avaient à peine les moyens de le faire. À 16 ans, il a acheté sa première guitare dans un magasin local appelé The House of Music. Ce magasin est apparu plus tard dans les paroles d'American Pie, sous le nom de Sacred Store. Sa formation l'a aidé à développer un incroyable contrôle de sa respiration, qu'il a utilisé dans des chansons comme Crying. Don était également audacieux. Il cherchait des chanteurs folk célèbres dans l'annuaire téléphonique et les appelait à froid. C'est ainsi qu'il a rencontré Eric Darling des Weavers, qu'il a ensuite accueilli dans son appartement new-yorkais. En 1963, à seulement 18 ans, Don a abandonné l'université de Villanova après seulement 4 mois. Sa famille a été choquée, mais il avait rencontré Pete Seeger, le célèbre chanteur folk, et cela a tout changé. Don a travaillé avec la famille Seeger pendant des années, en particulier pendant les campagnes de l'Hudson River.
En 1969, il a rejoint Pete lors d'un voyage sur le fleuve pour sensibiliser à la pollution. Ce voyage en bateau a donné à Don sa première vraie exposition, et certaines des chansons qu'il a écrites pendant ce voyage ont fait partie de son premier album. Cet album, intitulé Tapestry, a été enregistré entre 1969 et 1970 à Berkeley, en Californie. Pendant qu'il chantait à l'intérieur, des émeutes étudiantes se produisaient à l'extérieur. L'album a été rejeté par 72 labels avant de finalement sortir en octobre 1970. Il comprenait des chansons aujourd'hui classiques comme And I Love You So, mais il ne s'est pas bien vendu au début. Le label qui l'a sorti, Media Arts, était minuscule et en difficulté, mais les stations de radio FM ont commencé à le diffuser. Et lentement, Don est devenu une star underground, surtout parmi les étudiants. Au même moment, Don se produisait dans de petites mais emblématiques salles de folk comme The Bitter End, Café Lena, The Main Point et le Gaslight Café. C'étaient des endroits où les légendes jouaient et Don a commencé à y bâtir sa réputation. Chunk 3. Pour gagner de l'argent, il a géré la succession de Pete Seeger, ce qui lui a assuré un revenu stable et l'a aidé à établir de solides relations dans l'industrie. Pendant plus de 6 ans, il s'est produit aux côtés de gens comme Bob Dylan et a affiné son style de narration acoustique. Mais peu importe ses progrès, la douleur de son passé était toujours proche. Son asthme et la mort de son père ont profondément façonné sa façon d'écrire des chansons. Il a dit à plusieurs reprises que la perte de son père, alors qu'il n'avait que 15 ans, l'avait déchiré, mais lui avait aussi donné la liberté de suivre la musique. Cette émotion brute s'est déversée dans des chansons comme Magdalene Lane, où ses paroles sont devenues une sorte de thérapie. En 1970, les choses ont commencé à s'améliorer. United Artists Records a racheté Media Arts et a signé Don, lui offrant une plateforme beaucoup plus importante. La même année, il avait refusé une bourse d'études à la Columbia Business School. C'était un pari, mais maintenant ça rapportait. United Artists a réédité Tapestry en 1971 et il s'est finalement classé, atteignant le numéro 111 aux États-Unis et le top 15 au Royaume-Uni. Plus important encore, Don avait déjà écrit sa prochaine chanson, celle qui allait tout changer. Don avait passé 2 années complètes à travailler sur American Pie avant de finalement l'enregistrer en 1971. Elle durait 8 minutes et 32 secondes. Le producteur Ed Freeman pensait qu'elle ne serait jamais diffusée à la radio. Le coût de l'enregistrement était de 7 000 $, ce qui était beaucoup pour de la musique folk. Le piano utilisé pour l'intro était un piano à queue Steinway valant plus que le revenu annuel de Don. Au début, les stations ont refusé de la jouer, mais lorsque WMCA à New York lui a donné une chance, 3000 personnes ont appelé en moins d'1 heure pour demander à l'entendre à nouveau. La chanson a atteint la première place le 15 janvier 1972 et y est restée pendant 4 semaines. Elle s'était vendue à 1,2 million d'exemplaires au premier mois et à plus de 3 millions en mars. McLean a gagné 2,3 millions de dollars de royalties cette année-là seulement. Rolling Stone a reçu plus de 5000 lettres de lecteurs essayant de décoder les paroles. En moins de 6 mois, 47 reprises étaient déjà sorties, dont certaines en français, en allemand et en japonais. Son premier grand concert après la sortie a eu lieu au Hollywood Bowl le 18 mars 1972. Les 17 500 places ont été vendues en seulement 3 heures. Les revendeurs vendaient 50 $ des billets qui coûtaient à l'origine aussi peu que 3,50 $. Pendant le spectacle, la foule a chanté si fort que Don a arrêté de jouer et les a laissés terminer le couplet. C'est devenu sa signature. Il a joué 89 spectacles cette année-là dans 47 villes et a gagné 1,8 million de $. À Woodstock 72, plus de 200 000 personnes se sont présentées juste pour entendre American Pie. Chunk 4. L'album comprenait également Vincent, une chanson sur le peintre Vincent Van Gogh. Don l'a écrite en 45 minutes, en étant assis dans un café en face du Museum of Modern Art. Les DJ de la radio
pensaient qu'elle était trop étrange pour être diffusée, mais les fans ont continué à appeler. Elle a atteint la 12e place aux États-Unis et la première place au Royaume-Uni. Cette année-là seulement, McLean a gagné 4,7 millions de dollars. Sa vie a changé presque du jour au lendemain. Il a acheté un manoir victorien de 180 000 dollars avec 15 pièces et 2 hectares de terrain. C'était un grand pas en avant par rapport à l'appartement à 75 dollars par mois dans lequel il vivait auparavant. Mais l'argent n'a pas enlevé la douleur. Il a écrit American Pie en pleurant la mort de son père des suites d'un cancer. Cette ligne sur le jour où la musique est morte ne concernait pas seulement Buddy Holly. Il s'agissait du jour où sa propre enfance s'est terminée. En 1973, il a fait un don de 50 000 dollars à la recherche sur le cancer. En 2015, les paroles manuscrites originales d'American Pie ont été vendues pour 1,2 million de dollars. Malgré son succès, il a lutté contre la dépression et a dépensé 30 000 dollars en thérapie entre 1973 et 1975. Après l'énorme succès d'American Pie en 1971, Don McLean aurait pu simplement rester dans ce moment pour toujours. Mais en 1972, il a sorti une nouvelle chanson intitulée Dreidel et elle a dérouté beaucoup de chansonneurs. Ce n'était pas seulement un air amusant sur une toupie. Le rythme copiait en fait la façon dont une toupie tourne, rapide au début, puis lent, puis rapide à nouveau et finalement s'arrêtant. C'était si intelligent que beaucoup pensaient que McLean devait être juif, mais il ne l'était pas. La chanson a quand même atteint la 21e place des charts Billboard. Le même album contenait également une chanson intitulée If We Try, qui a ensuite été reprise par Olivia Newton-John. Il était clair que McLean n'était pas un artiste d'un seul succès, mais au lieu de rester en sécurité, il a commencé à prendre des risques. En 1973, il a écrit une chanson intitulée The Pride Parade. Elle était en colère et brute, dénonçant l'industrie musicale pour s'être vendue. Il était déjà fatigué de la célébrité. Pendant ce temps, il se produisait à travers l'Europe et les États-Unis. L'une de ses performances en 1971 a inspiré une chanson qui était devenue un succès mondial, mais pas par lui. Lorsque Laurie Lieberman a entendu Don chanter Empty Chair au Troubadour à Los Angeles, elle a écrit ses sentiments, qui se sont finalement transformés en Killing Me Softly. Chunk 5. Don a dit plus tard qu'il était stupéfait que sa performance tranquille puisse mener à une chanson aussi puissante. En 1974, il a réalisé un album intitulé Homeless Brother et a dépensé près de 500 000 dollars pour le produire. Il était rempli de musiciens coûteux, de sections de cordes sophistiquées et comprenait même la légende du jazz Youssef Lateef. Mais l'album a fait un flop. Les chansons étaient douces, mais le thème portait sur les vagabonds et les sans-abri. Cela ne correspondait pas. Le premier single a échoué. Et bien qu'une chanson qu'il a écrite pour Fred Astaire soit devenue un petit succès plus tard, cela n'a pas suffi à sauver l'album. Même le fait que Pete Seeger chante les chœurs n'a pas pu renverser la situation. Cet échec a presque mis fin à la carrière de McLean avec les grandes maisons de disques. En 1977, les choses ont empiré. Il a rejoint Arista Records et a sorti Prime Time, mais il n'a même pas figuré dans les charts. Il avait autrefois chanté le jour où la musique est morte, mais maintenant, il avait l'impression que sa propre musique disparaissait. Il a même commencé ses spectacles avec American Pie au lieu de la garder pour la fin, comme s'il s'en fichait. Arista espérait qu'il rebondirait. Mais cet album a complètement brisé cet espoir. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit. En avril 1920, il a enregistré une reprise de Crying de Roy Orbison. Ce n'était pas un succès aux États-Unis au début, mais la radio néerlandaise l'a repris. Bientôt, elle était numéro 1 aux Pays-Bas, puis au Royaume-Uni, puis en Australie. Lorsqu'elle est finalement arrivée en Amérique au début de 1941, elle a atteint la 5e place du Billboard Hot 100. Roy Orbison lui-même a déclaré que la version de McLean était la meilleure qu'il ait jamais entendue.
Ce moment a tout changé. L'album qui a suivi, Chain Lightning, avait en fait été enregistré en 1978 à Nashville. Il était resté sur l'étagère pendant 2 ans. Mais maintenant, avec le succès de Crying, il est finalement sorti aux États-Unis le 14 février 1941. Il a atteint la 28e place et a été certifié or. Il contenait des chansons country, des reprises classiques et des morceaux originaux. L'une des chansons, Since I Don't Have You, a atteint la 23e place. L'album a prouvé que McLean pouvait encore surprendre les gens et s'adapter sans perdre son identité. Chunk 6. Après cela, les choses ont de nouveau ralenti. Il a fait une pause de 5 ans dans l'enregistrement. Puis, en 1988, il était revenu avec Love Tracks chez Capitol Records. Il essayait d'entrer dans la scène de la musique country. Sa chanson You Can't Blame the Train a atteint la 49e place des charts country et le suivi a atteint la 65e place. Mais les critiques ont dit que l'album sonnait trop lisse, trop comme Nashville dans les années 1980. Pourtant, cela a montré que Don était prêt à essayer de nouvelles choses et ne se souciait pas de rester dans une case. Au début des années 1980, il a également commencé à faire des bandes originales. En 1982, il a enregistré le thème d'un film d'animation intitulé Le vol des dragons. Il n'a jamais eu de sortie complète de la bande originale, mais les fans s'en souviennent encore. Vers cette époque, McLean a également beaucoup tourné en Europe et en Australie. Ces spectacles continuaient de se vendre à guichets fermés et les fans adoraient ses anciennes et nouvelles chansons. Même si l'industrie de la musique a changé, Don a trouvé des moyens de rester pertinent. À la fin des années 1980, ses ventes de carrière avaient dépassé les 40 millions. 40 millions de disques dans le monde entier. American Pie, à elle seule, s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires aux États-Unis. Il avait des albums d'or et de platine dans plusieurs pays, mais tout n'était pas rose. Il s'est engagé dans de longues batailles juridiques avec MCA Records au sujet des royalties. Les poursuites impliquaient près de 500 000 $ de gains impayés. Don n'était pas le seul à se défendre. De nombreux artistes rencontraient des problèmes similaires dans les années 1980. Même si les poursuites étaient stressantes, sa musique rapportait toujours de l'argent grâce à la radio, à la télévision et aux licences internationales. En 2003, quelque chose d'étrange s'est produit. Le 22 novembre, Don a reçu une lettre lui disant qu'il avait été accepté au Songwriters Hall of Fame. C'était exactement 40 ans après que le président John F. Kennedy ait été abattu. Un événement qui a fait que Don a abandonné l'université et a suivi une voie musicale. Cette nouvelle l'a fait pleurer. À ce moment-là, American Pie avait déjà été élue la 5e plus grande chanson du 20e siècle. Le timing semblait être le destin, mais tout n'a pas été un succès. Chunk 7. En 1920, il a sorti un album intitulé Headroom, qui a complètement échoué. Il n'a figuré dans aucun classement. Des chansons comme 1967 se concentraient sur le passé. Mais à ce moment-là, la musique changeait rapidement. Des groupes comme Nirvana et Pearl Jam prenaient tout ça seul dessus. Les ballades douces et émotionnelles de McLean ne convenaient plus. L'échec de l'album a été si important qu'il a dû tout repenser. Puis, en 2003, il a choqué tout le monde avec un album pour enfants. Il s'appelait You've Got to Share et il contenait 17 chansons pour enfants, y compris des standards folk et du nouveau matériel. Il l'a enregistré avec ses propres enfants, Jackie et Wyatt. Étonnamment, il a été nominé pour un Grammy. Cette nomination a prouvé qu'il pouvait encore émouvoir les gens, même dans des genres totalement différents. En 2021, il a obtenu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. C'était la 200e étoile placée juste devant le restaurant Pie Hole. Ce n'était pas aléatoire. Cela a été fait exprès en hommage à American Pie. La cérémonie a eu lieu lors du 50e anniversaire de cette chanson. Weird Al Yankovic a même pris la parole lors de l'événement. Les médias l'ont largement couvert
Et la tournée d'anniversaire de Don s'est vendue à guichet fermé aux États-Unis et en Europe. Même après 50 ans, sa musique attire toujours les foules. En 2015, ses paroles manuscrites originales d'American Pie ont été vendues aux enchères chez Christie's pour 1,2 million de dollars. C'était le troisième prix le plus élevé jamais payé pour un manuscrit littéraire américain. L'enchère n'a duré que 4 minutes. Vers la même époque, il s'est produit au concert de Garth Brooks à Central Park en 1997 devant près d'1 million de personnes. Ce moment a ressemblé à une autre renaissance. Don a dit plus tard que cela avait déclenché un tout nouveau chapitre de sa vie. Mais derrière toute la musique et la célébrité, sa vie personnelle était souvent sombre. Il a épousé Carol Sovine en 1969. Ils ont divorcé en 1972, la même année où il a atteint le sommet de la gloire. Carol a ensuite construit sa propre carrière et est restée silencieuse sur la rupture. Chunk, 8. Mais des rumeurs circulaient sur l'infidélité et le comportement dominateur de Don. En 1987, il s'est remarié, cette fois avec la photographe Patricia Schneer. Ils ont eu 2 enfants, mais leur mariage a été difficile dès le début. Patricia a dit plus tard que la rage et le contrôle de Don la terrifiaient dans sa propre maison. Elle a décrit comment il avait ruiné ses œuvres d'art juste pour la contrarier. Dans les années 1990, il avait déménagé sa famille dans un domaine de 70 hectares à Camden, dans le Maine. Sa femme et sa fille ont décrit plus tard cet endroit comme un lieu sectaire où Don contrôlait tout. Quelle voiture il conduisait, quels meubles il pouvait utiliser et même comment il décorait. Sa fille Jackie a dit plus tard qu'elle vivait dans une peur constante, terrifiée de perdre son amour ou son soutien financier. Sa paranoïa n'a fait qu'empirer après que ses partenaires commerciaux lui aient volé 200 000 $. Il leur faisait confiance depuis des années. La trahison l'a rendu plus contrôlant, plus renfermé. Il a intenté des poursuites pour récupérer son argent. Pendant tout ce temps, il gagnait encore. Jusqu'à 500 000 $ par an juste grâce à American Pie. Mais le coût émotionnel était élevé. Le vol et l'isolement n'ont fait qu'approfondir les fissures dans sa famille. Il était un peu après 2 heures du matin, le 18 janvier 2016, quand un appel au 911 est venu de la maison de Don McLean au Camden, dans le Maine. Il avait 70 ans. Sa femme, Patricia, s'était enfermée dans la salle de bain, terrifiée. Elle a dit au répartiteur qu'il l'avait immobilisé pendant des heures, l'avait frappé, lui avait crié dessus et ne l'avait pas laissé partir. Lorsque la police est arrivée à leur maison de Hope Road, elle a trouvé des ecchymoses sur son corps. McLean a été arrêté sans résistance et emmené à la prison du comté de Knox. Il a été libéré peu de temps après, moyennant une caution non garantie de 10 000 $. Au lever du soleil, l'histoire avait déjà commencé à se répandre et l'homme derrière American Pie n'était plus une icône bien-aimée. Il était maintenant un suspect dans une affaire qui allait tout changer. Dans les jours qui ont suivi, il est devenu clair qu'il ne s'agissait pas seulement d'un malentendu. McLean a été accusé de 6 crimes. La liste comprenait des voies de fait avec violence domestique, des menaces carnales criminelles, des méfaits criminels, des contraintes criminelles, de la terreur et la tentative d'empêcher quelqu'un de signaler un crime. Chacun d'eux entraînait de graves conséquences. Les voies de fait avec violence domestique les plus graves auraient pu le mettre en prison pendant 1 an. Au début, McLean a plaidé non coupable. Chunk 9. Son avocat a dit qu'il n'avait rien fait de mal, mais en juillet 2016, il a conclu un accord. Il a plaidé coupable à 4 chefs d'accusation. 2 autres ont été abandonnés. C'était une stratégie pour éviter la prison. Il a accepté de payer des amendes, de se soumettre à une évaluation de sa santé mentale, d'assister à des séances de conseil, de se tenir à l'écart de Patricia et de ne pas avoir d'ennui pendant 1 an. S'il respectait toutes les conditions, l'accusation la plus grave, de fait avec violence domestique, serait abandonnée. Et c'est exactement ce qui s'est passé.
En juillet 2017, il avait payé 3 660 $ d'amende, dont 1 000 $ par chef d'accusation restant et les frais de justice. Son avocat a revendiqué la victoire, mais les dégâts étaient déjà faits. Patricia n'est pas restée silencieuse. 2 mois après l'arrestation, elle a demandé le divorce, mettant fin à leurs 30 ans de mariage. Dans les documents judiciaires, elle a dit que les abus n'étaient pas nouveaux. Elle a décrit la première décennie de leur mariage comme terrifiante. Elle a dit que McLean l'avait insultée avec des injures, y compris des insultes antisémites comme IAE. Elle a dit qu'il lui avait crié le mot en C et lui avait fait sentir qu'elle ne valait rien. McLean a tout nié. Il est allé en ligne et a dit qu'il avait aimé sa femme juive pendant près de 30 ans et qu'il était fier d'avoir 2 enfants juifs. Il a souligné sa chanson « Jérusalem », ses visites en Israël et a dit que les accusations étaient des mensonges. Mais les détails qu'elle a donnés ont brossé un tableau très différent. Le contre-coup est venu rapidement. Des concerts ont été annulés. En mars 2016, des étudiants du Massachusetts ont fait annuler son spectacle. En juillet, après son accord de plaidoyer, il a perdu une place en première partie de Willie Nelson lors d'un grand concert dans l'Idaho. Toute sa tournée en Australie a été reportée. Les promoteurs ne voulaient pas de problème. Don McLean, autrefois connu pour son image saine, était maintenant considéré comme un homme violent. La perte de revenus était énorme, mais la perte de réputation était pire. Pourtant, McLean a continué à qualifier toute l'affaire de querelle. Ce mot « querelle » n'a cessé de le hanter. En 2019, l'UCLA a annoncé qu'elle lui remettait le prix. George et Ira Gershwin. 3 jours plus tard, ils l'ont retiré. McLean a craqué. Chunk, 10. Sur Facebook, il les a traités d'idiots et a exigé des excuses. Il a dit qu'il n'avait jamais agressé personne et a affirmé qu'il était traité injustement. Son agent de presse a dit que c'était humiliant. Mais plus il essayait de nier et de minimiser ce qui s'était passé, moins les gens le croyaient. Puis est venu le coup le plus dur de tous. En juin 2021, la fille de Tess et de Don McLean, Jackie, a donné une interview déchirante à Rolling Stone. Elle avait 31 ans. Elle a dit que son enfance était remplie de peur. Même les plus petites choses, comme déplacer quelque chose dans la maison, pouvaient le déclencher. Elle a décrit des crises de rage qui duraient des heures. Toute la maison vivait dans la panique. Elle a dit que même entendre son nom maintenant lui faisait claquer des dents. Jackie, elle-même musicienne, a dit qu'elle souffrait de SSPT. Son album, Another Life, était rempli de paroles sur la douleur qu'il avait causée. Jackie avait des preuves. Elle a donné au magazine des courriels et des enregistrements. Dans l'un d'eux, McLean a menacé de ruiner sa vie. Dans d'autres, il agissait comme s'il était une sorte de dieu exigeant un contrôle total. Elle a dit qu'elle avait l'impression de vivre dans une secte. Une seule personne régnait sur tout et tout le monde devait obéir ou souffrir. Elle a développé des TOC, de l'anxiété et de la dépression. Elle a mis en place des rituels juste pour se sentir en sécurité. McLean n'a pas essayé de nier ce qu'elle a dit. Il l'a punie à la place. En septembre 2021, il l'a coupée. Plus de soutien, plus d'héritage. Il a dit au Daily Mail qu'elle avait été déshéritée. Elle a perdu un fonds en fiducie de 3 millions de dollars. Il a également cessé de lui verser les 30 000 à 50 000 $ par an qu'il lui envoyait. Il a admis qu'il l'avait averti en premier. Chunk 11. Il a dit qu'elle avait rendu l'affaire publique pour promouvoir son album et l'a traité d'ingrate. Il a dit qu'il avait toujours subvenu à ses besoins et à ceux de son mari. Il a affirmé que la vraie victime était lui. Patricia a soutenu Jackie. Elle a dit que les abus que Jackie décrivait lui étaient beaucoup trop familiers. Elle a dit que le contrôle, la rage, la manipulation, c'était la même chose qu'elle avait vécue. Elle était d'accord avec Jackie pour dire qu'elle avait l'impression d'avoir subi un lavage de cerveau. Elle a dit que McLean tordait tellement la vérité qu'il devenait difficile de savoir ce qui était réel. Dans ses propres mots, l'appel au 911 qu'elle a fait en 2016 lui a sauvé la vie. McLean, cependant, a pointé son fils, Wyatt. Wyatt ne s'est jamais exprimé publiquement,
McLean a utilisé son silence pour discréditer Jackie. Il a dit que Wyatt avait grandi dans la même maison et n'avait jamais eu de problème. Il s'est dit un excellent père. Des rapports suggèrent que Wyatt a peut-être subi le même contrôle, mais a choisi de rester silencieux. McLean a même dit que sa nouvelle petite amie, Paris Dillon, mettait sa femme et sa fille en colère. Paris avait 27 ans lorsqu'ils ont commencé à sortir ensemble. McLean en avait 75. Leur différence d'âge de 48 ans a choqué le public, mais il s'en fichait. Il l'a qualifié de plus grande pin-up d'Amérique et a dit qu'il était heureux. En mai 2019, l'image publique de McLean a subi un nouveau coup dur. l'UCLA a retiré son prix pour l'ensemble de sa carrière en raison de sa condamnation passée. Il a répondu par un autre message de colère sur Facebook, qualifiant cette décision de faisant partie d'une ère sombre d'accusations. Il a dit qu'il était innocent, mais plus personne n'y croyait. Son plaidoyer de culpabilité en 2016 et son amende de $3 600 étaient des faits qu'il ne pouvait pas effacer. En 2022, après la fusillade scolaire d'Uvalde, McLean a annulé sa performance à la convention de la NRA. Cela a surpris les gens. Cela a montré une certaine sensibilité, mais cela a également contrasté avec ses opinions conservatrices habituelles. En août 2024, il a de nouveau fait les manchettes en disant que sa chanson American Pie prédisait le woke d'aujourd'hui. Il a dit que les jeunes ne savaient même pas pourquoi ils étaient en colère. Le contre-coup a été immédiat. Malgré tout, Don McLean continue de se produire. Chung Hank, 12. Il a 69 ans maintenant. Il gagne encore entre 300 000 et 500 000 $ chaque année grâce aux royalties d'American Pie. Sa valeur nette est d'environ 50 millions de dollars. Il facture 40 $ pour les autographes. En 2018, il a signé un accord de 4,5 millions de dollars avec Universal Music. De l'extérieur, il pourrait sembler qu'il est toujours gagnant, mais derrière le rideau, sa famille est brisée. Sa fille ne veut plus rien avoir à faire avec lui. Oui, son ex-femme le considère comme dangereux. Et sa réputation, autrefois bâtie sur la nostalgie et une seule chanson, vit maintenant sous une ombre sombre qu'aucune excuse n'a jamais levée.